Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 octobre 2023. Bienvenue, amis téléspectateurs, internautes. Bienvenue à votre émission, le grand format. Pour aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Yves Essis Esso. En principe, nous devions démarrer à 11 heures, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous démarrons maintenant. Bienvenue et nous disons merci à M. Jean-Yves Essis Esso qui a bien voulu répondre à notre invitation. Merci, M. Jean-Yves Essis Esso. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, M. Botti. Merci infiniment de m'inviter dans ce cadre très, très beau de votre structure. C'est moi qui vous remercie en ce dimanche ensoleillé. Quel plaisir de vous retrouver sur un cadre aussi enchanteur. Merci, c'est partagé ce plaisir. Nous allons mettre les pieds dans le plat directement. M. Jean-Yves Essis Esso, si nous vous demandions de nous donner un peu votre parcours, votre graduation au PDCI-RDA, que diriez-vous? Comment avez-vous commencé à militer? Jusque-là, où en êtes-vous? Oui, alors bon, mon parcours, il est rapide. Je suis étudiant en 80, 87, 88, 90. J'adhère comme tous les étudiants du PDCI au MESI. Je suis un militant de base et ensuite je pars à l'étranger faire mes études. Je reviens en 2012 à peu près, donc je réactive mon militantisme au PDCI. Et ensuite, voilà, par activation, par zèle, je passe un petit peu partout. À chaque fois qu'il y a des rencontres dans ma région de Dabou, je suis présent. Et heureusement pour moi, un mentor comme le professeur Ikawe me remarque. Et ensuite, je crée un mouvement de cadres dont je suis le président actuellement en 2018. Et on commence à installer des délégués à l'intérieur de ma structure, des cadres dynamiques, des délégués, des secrétaires généraux de section. Je sollicite une entrée au bureau politique qui est acceptée. Et ensuite, on me propose un poste au niveau de l'inspectorat pour aider mes aînés à participer à la vie du parti, chose que j'accepte. Voilà. Puis ensuite, donc, je suis juste membre du bureau politique et inspecteur du parti. Quand on a été inspecteur, ou quand on est inspecteur du parti, en général, c'est un poste qui est dévolu à des personnes beaucoup plus âgées. Tout de suite, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, mais comment M. Jean-Yves Essis Esso est inspecteur du parti alors qu'il a encore une longue carrière devant lui? Comment ça se fait? Oui, alors, je vous rejoins parce que quand j'arrive dans les régions, on m'appelle fiston, alors que bon, on est cette cinquantaine. Mais l'inspectorat rassemble des personnes d'expérience. Je ne dirais pas des vieux, mais des personnes d'expérience. Et on apprend énormément avec eux. C'est des gens qui ont été dans tous les postes du parti. C'est des gens qui ont été dans tous les postes du parti et qui, avec leur habitude de concision, de sagesse, de rassemblement, nous forment au PDCI, nous les jeunes entre guillemets, puisque nous avons une certaine fougue. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, en tout cas dans l'inspectorat du PDCI, nous avons des personnes, outillées dans le parti et nous apprenons beaucoup auprès d'eux. Et au niveau du bureau politique, quelles sont vos tâches? Quelles sont nos tâches? Oui, vous participez aux réunions, c'est tout? Alors, le bureau politique, c'est une réunion. C'est une réunion politique du parti qui rassemble certaines, on va dire, personnalités du parti pour prendre des décisions politiques. Voilà. Donc, être membre du bureau politique, c'est être convoqué pour des réunions stratégiques, y participer et donner son avis. C'est très démocratique, rien n'est imposé. Tout le monde a droit à la parole. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre réunion, nous faisons un communiqué final qu'on transmet à la presse. Vous êtes également président des cadres dynamiques du PDCI-RDA. Quels sont vos faits d'âme?
Oui, alors les quatre dynamiques du PDCI-RDA sont une coordination qui existe depuis 2018. Nous avons fait beaucoup d'actions que je ne vais pas énumérer là, hein. Je vous parle de 2018, donc ça fait près de 6 ans. Mais par contre, nous avons en notre sein beaucoup de membres du BP. Nous sommes à peu près 3000 à 3500, voire peut-être 4000. Nous avons beaucoup de membres de BP, nous avons beaucoup de JPDCI, nous avons des UFPDCI, nous avons comment dire, des secrétaires généraux de section. Voilà, c'est une coordination qui bouge beaucoup. Nous avons participé au financement de l'enrôlement quand il fallait. Nous avons fait des rentrées politiques éclatées un petit peu dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une structure appartenant au PDCI, une structure qui est force de proposition. Nous établissons certains livres blancs que nous proposons au parti en fonction des différentes orientations que nous souhaitons prendre, enfin, que nous souhaitons conseiller au parti de prendre. Monsieur Sow, le 1er août 2023, à la surprise générale, le président Henri Konan Bédié passait des vies à trépas. Comment se passe, est-ce que vous ressentez un vide d'abord au PDCI-RDA et comment se passe la vie au PDCI sans Konan Bédié désormais? Bah écoutez, nous ressentons un vide abyssal parce que le président Bédié n'était pas qu'un président de parti. C'était un père, c'était un grand-père, c'était une icône, c'était une référence, un référent politique. Son rappel à Dieu a troublé, on va dire, le bon fonctionnement du parti. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une structure bouillonnante, il faut un père qui puisse, à un moment donné, refermer le couvercle. Un père en qui on peut se référer quand les enfants sont en train de se chamailler. Absolument. Ce père n'est plus là. Le second père que nous avions, c'était le général Ouassena, qu'on vient d'enterrer hier. Donc, vous voyez que on s'attendait à une sorte de cataclysme, d'avoir le numéro 1 et le numéro 2 de notre parti qui s'en vont. Mais grâce à la structure du PDCI, grâce au texte que nous avons réussi à rester debout. Nous avons réussi à installer un président intérimaire qui, par sa stature et par le respect que tous les militants lui vouent, les choses se passent correctement. Nous avons pu faire un BP il n'y a pas longtemps, qui s'est très bien passé, très démocratique, qui nous a sorti une date de congrès extraordinaire. Donc vraiment, la machine continue. La machine continue de dérouler, malgré toutes les pertes que nous avons eues, parce qu'il n'y avait pas que celle-là. Monsieur Sow, malgré toute la résilience du PDCI-RDA, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes craignent les jours à venir parce qu'on va toucher le vif du sujet maintenant avec la présidence du PDCI-RDA, avec la candidature en 2025 pour la présidence de la République. Vous, est-ce que vous avez des craintes pour le 16 décembre, par exemple, le 16 décembre prochain, où la succession de Bédié est clairement ouverte? Non, je n'ai aucune crainte pour le 16 décembre, dès lors que le PDCI est un parti démocratique. Le 16 décembre, c'est purement et simplement une élection. On fera en fonction des différents candidats qui se présentent, élection pour choisir la personne qui donnera un nouveau cap à ce parti septuagénaire, plus vieux parti du continent africain, a-t-on coutume de dire après l'ANC. Donc je n'ai aucune crainte. Dès lors que la définition de notre parti, c'est la démocratie. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde se plaît. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde se plaît à interpréter les textes, à faire des commentaires. C'est parce que c'est de la démocratie. Tout est ouvert. Mais il n'y a aucune crainte dès lors qu'il y aura une transparence et que des votes seront faits pour élire notre nouveau président. À votre connaissance, il y a combien de candidats déclarés?
Pour l'instant, il n'y a aucun candidat déclaré dès lors que la déclaration de candidature se fait à travers une cellule de sélection des candidatures. Cette cellule n'est pas encore ouverte. Par contre, il y a certaines velléités de candidature. On a vu dans des journaux certains hauts cadres renoncer, certains hauts cadres déclarer leur candidature. Donc, nous avons une idée à peu près des personnes qui vont se présenter. Mais il n'y a aucune déclaration officielle de candidature, en tout cas pas à ma connaissance. Vous-même, M. Esso, vous êtes taxé de rouler pour Tidiane Thiam, qui serait ou qui va être candidat. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous clarifier la situation? Vous êtes pro-Thiam. Est-ce que Thiam sera candidat? Qu'en est-il exactement? Alors, oui, alors je suis taxé de rouler pour Tidiane Thiam. Vous dites quoi? Je peux comprendre ça, puisque je n'ai pas la langue de bois, je ne me suis jamais caché. Pour moi, nous arrivons à un tournant de notre histoire. Le PDCI arrive à un tournant de son histoire. Et la personne qui, selon moi, mais ça ne concerne que moi en tant que militant, simple militant, membre du bureau politique, la personne qui, selon moi, incarne le renouveau, incarne le changement, ben, c'est quelqu'un que nous avons, jusqu'à présent, jamais essayé. Pour moi, c'est de la simple logique, de la simple pertinence analytique. Nous avons une ribambelle de cadres dans notre parti, dont je fais partie moi-même. Nous avons des aînés qui, à tour de rôle, n'ont pas pu installer le parti au pouvoir depuis près de 23 ans. Qui mieux qu'une nouvelle personne qui a des qualités, on va peut-être en parler, qui a énormément de qualités. C'est une offre alléchante, c'est une offre politique alléchante pour le PDCI. J'ai l'habitude de l'appeler, c'est notre Dieu donné, parce que bon, on ne s'attendait pas à lui, on se rend compte qu'il décide de laisser ses activités professionnelles énormes de par le monde pour se concentrer sur son pays. La seule chose que moi, militant du PDCI et membre du bureau politique, peut faire, c'est lui apporter soutien, aide pour ces quelques défauts qu'il pourrait avoir au niveau, dit-on, de sa présence sur le terrain, etc. Nous sommes sur le terrain, nous essayons de l'aider. Voilà, c'est sur ce principe, sur cette base, que moi je soutiens quelqu'un comme le ministre Thiam. Je n'ai rien contre les autres candidats. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un de mes mentors, c'est le secrétaire exécutif actuel. Des gens comme Thierry Tannot, Jean-Louis Bignon sont des amis que je respecte énormément. Voilà, c'est juste une question de logique militante. Thiam a été absent du territoire pendant 23 ans. Il est quasiment déconnecté. Et il ne s'occupait pas de la vie du parti. Est-ce que vous ne voyez pas en son attitude une sorte d'opportunisme? Oui, alors dans ce que vous dites, il y a quand même des affirmations gratuites. Bon, il ne s'occupait pas de la vie du parti. C'est tout récemment qu'il s'est mis à jour au niveau de ses cotisations. Oui, mais est-ce que se mettre à jour au niveau des cotisations, c'est s'occuper de la vie du parti? Ça, c'est-à-dire que s'il s'est mis à jour des cotisations, il a fait comme tout militant qui se met à jour des cotisations. Mais que savez-vous de la participation du ministre Thiam à la vie du parti depuis 22 ans qu'il est parti? Vous savez que dans un parti, il y a plusieurs catégories comment dire ça, de rôles. Il y a des militants de base qui mettent des chaises quand on fait des réunions. Il y en a qui sont sur le terrain matin, midi et soir. Et puis il y a des financiers. Il y a des financiers. Quand savez-vous que le ministre Thiam n'a jamais... Mais écoutez, le ministre Thiam est toujours et a toujours été attaché à son parti. Et c'est quelqu'un qui excelle au niveau professionnel dans le monde entier. Il n'a pas de problème particulier, qui n'est pas au niveau des besoins primaires de subsistance, n'a pratiquement aucun souci. Donc vous avez entendu... Ça lui donne le droit de venir prendre 23 ans après un parti? Non, attention, on est sur la réponse à votre question du financement du parti. On n'est pas encore sur le venir prendre. On va y arriver. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas de soucis et qui est attaché à son parti.
Mais c'est tout à fait normal qu'il participe à la vie du parti, qu'il participe en tant que financier à la vie du parti. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le porte-parole officiel du PDCI a affirmé que le président Bédié, avant sa mort, avait expliqué qu'effectivement, il y a des financiers extérieurs pour le PDCI, qui justement est un parti qui a besoin de finances extérieures. Donc le ministre Thiam en faisait très certainement partie, puisqu'il a toujours été attaché à son parti. En toute sincérité, est-ce que vous ne regrettez pas aussi le fait que le président Bédié n'ait pas eu le courage à un certain moment de désigner son successeur? Oui, alors, je suis très gêné avec les termes que vous employez, parce que, bon, n'ait pas eu le courage, je ne sais pas si on peut appeler ça un manque de courage. Ça aurait libéré tout le monde. Vous savez, le président Bédié impressionnait par sa vision. Bon, moi je suis avec vous, je mesure 2 mètres. Je pense que je vois très loin. Mais quelqu'un comme le président Bédié, même assis, voyait plus loin que les grands comme nous. C'est un stratège politique. Dire qu'il n'a pas eu le courage de désigner son prédécesseur, c'est un petit peu aller vite en besogne. Moi, je dirais plutôt qu'il a peut-être protégé son successeur. Il a sa façon à lui de préparer un dauphin. Maintenant, nous ne sommes pas... les voies du Seigneur sont insondables. Pendant que vous mettez en place une stratégie, ben, il vous rappelle. Quand il vous rappelle, vous partez. Et ça met tout en plan. Et nous sommes dans cette situation actuellement. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que le secrétaire exécutif est votre mentor. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa candidature déclarée il y a quelques jours? Non, je pense très sincèrement que le secrétaire exécutif, qui est une personne qui connaît le parti en long, en large et en travers, est bien entendu un candidat valable pour le parti. Je vous ai dit que le professeur, comment dire ça, le secrétaire exécutif était mon mentor. C'est-à-dire, quand je dis était mon mentor, c'est quelqu'un que je regardais, c'est quelqu'un auprès duquel j'allais prendre des conseils. Absolument. Je fais toujours la même chose pour d'autres personnalités du parti, quelqu'un comme l'honorable Brandini, le secrétaire exécutif adjoint Ezalé, etc. Ce sont nos aînés, ce sont des personnes qu'il faut consulter, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter, c'est ce que je faisais, c'est ce que je continue de faire. Donc, le secrétaire exécutif en chef est d'office quelqu'un de suffisamment outillé pour diriger le parti. Ça, c'est une logique très, très simple. Absolument. Maintenant, la question n'est pas de diriger le parti aujourd'hui. La question est de préparer le candidat pour la présidentielle de 2025. Voilà. Donc, si vous voulez préparer un candidat pour 2025, il faut qu'il commence dès maintenant. Nous n'avons plus de temps. Nous sommes en octobre 2023. Les élections arrivent dans 24 mois, jour pour jour. C'est cela. Voilà. Donc, 2 ans pour travailler, c'est très court. Vous militez pourquoi? Pour un candidat à la fois président du parti et candidat à la présidentielle, ou vous voulez qu'on scinde les deux, un candidat à part et un président du parti à part? Vous voulez quoi? Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence que le candidat à la présidentielle de 2025 doit être le président du parti. Pour la bonne et simple raison que je viens de vous expliquer tout à l'heure, pour la bonne et simple raison que le temps ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le temps d'attendre que la convention arrive pour faire des primaires avec des gens qui ne savent pas s'ils seront élus ou pas, avec un président de parti différent. Le président du parti prend le parti, ensuite il organise le parti, mais pendant ce temps, les éventuelles candidatures pour la convention attendent. Donc on va faire janvier, février, mars, avril, mai, juin. La convention va arriver peut-être en octobre ou en novembre 2024. C'est à partir de là que le candidat éventuel qui sera pris pour le parti, c'est à partir de là qu'il va commencer sa campagne. C'est-à-dire que prendre un président différent pour le parti, d'office, enlève 12 mois ou près de 10 mois de préparation pour les échéances électorales. Donc, c'est une question de logique. Donnons à l'éventuel candidat que nous voulons pour 2025, donnons-lui l'appareil qui va lui permettre de justement avoir toutes les armes pour combattre le géant d'en face.
qu'on oublie, c'est qu'en face, nous avons quelqu'un d'une extrême intelligence stratégique et analytique, qui est le président Ado, et je lui tire mon chapeau pour ça. Tout le monde s'est cassé les dents face à ce monsieur. On en parlera tout à l'heure, justement. On en parlera tout à l'heure. Alors, pour vous, actuellement, le PDCI doit faire en sorte d'être mieux outillé pour préparer 2025, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, récemment, le 2 septembre 2023, ont eu lieu les élections locales. Quelques jours plus tard sont déroulées les sénatoriales. D'abord, vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pensez des résultats obtenus par le parti septuagénaire? Alors, je ne suis pas à l'aise pour donner un bilan des élections, dès lors que l'appareil qui organise les élections, pour moi, a été vicié. Bon, dès le moment où on a un appareil vicié, les analyses ne sont pas tout à fait... Vous voulez parler de la commission électorale indépendante, elle est viciée? Exactement, exactement. La commission électorale indépendante, la liste électorale truffée d'anomalies, mais complètement impressionnante. Et on est quand même allé aux élections avec ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas souhaiter la politique de la chaise vide, parce que ça n'a jamais marché. On est obligé d'y aller quand même. Mais le travail préalable qui a été fait pour faire changer la CEI et puis faire auditer la liste électorale n'a pas été bien fait, puisque nous n'avons pas atteint cet objectif-là. Mais étant donné que vous me demandez quand même un bilan des élections, mais moi je regarde comme tout le monde la carte. Bon, je me rends compte qu'effectivement la carte est très orangée, mais je tire mon chapeau à un parti comme le PDCI qui a fait de la résilience. Je m'attendais à pire. Nous sommes un parti qui est victime sans être prévenu de la perte de son chef, de la perte de son numéro 2, de la perte d'un candidat qui commençait à faire peur à Dalois, Pascal Bracano. Donc du coup, ben, nous avons un candidat en moins dans une région du Haut-Sassandra qui est très stratégique. Nous avons enchaîné les décès et on nous demande le 2 septembre de participer à des élections locales. Mais on s'attend à un désastre. Mais on a pu remarquer quand même que les plus importants bastions du V baoulé ont été conservés, même si le Inzi au milieu est un gros trou orange entouré de toute la verdure. Nous avons à Abidjan quand même 4 ou 5 communes très très importantes, Plateau, Port-Boué, Cocody, etc. Donc, il y a une résistance. On a quand même, en tant que parti d'opposition, réussi à faire tomber le président du Sénat, Adi Diévi. C'est quand même quelque chose de remarquable, parce qu'il n'est pas président du Sénat qui veut. Et quand tu arrives avec donc cette stature-là, avoir un parti d'opposition qui te fait tomber, ça veut dire que ce parti-là a quand même de la ressource. Donc voilà, moi je dirais résilience, nous sommes là. Nous avions 52 communes, nous n'avons plus que 28, mais nous en avons quand même 28. C'est à retenir. Nous avions 6 régions, nous n'avons plus que 3,5, hein, on va dire, hein, puisque la Nawa a été gagnée avec le PPACI. Donc, nous sommes là. Voilà. Vous êtes là, ben, implacablement, on constate que Jeannot Ahoussou Kouadio le disait à l'époque, au fil des élections, le PDCI est un parti rabougri, les chiffres l'attestent davantage. Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour 2025 au regard de ces statistiques? Mais justement, d'abord, mon espoir ne se fonde pas sur les statistiques, pour moi, qui sont biaisées. Je vous l'ai expliqué au départ. Ça ne reflète pas la réalité du terrain. Moi, je vous donne un exemple très simple. Je suis passé dans le Nord dans près de 15... Dans près de 15 localités dans le Nord, j'ai senti la force du PDCI. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des communettes dans le Nord, avec 1000 habitants ou 1500 habitants qui ont des maires. Nous avons dans le Sud, chez moi par exemple, à Lopou, nous sommes 15 000, nous n'avons pas encore un maire. C'est-à-dire qu'on est en train de se battre actuellement pour que ça passe... enfin, c'est déjà passé en sous-préfecture, mais qu'on puisse avoir un maire. Écoutez, 15 communes, c'est-à-dire 15 maires du Nord, équivalent même pas à un maire dans le Sud. Donc c'est tout à fait normal que quand on fait ce petit découpage-là dans le Nord, on se retrouve avec une centaine de maires, pendant qu'il y en a 4 ou 5 en bas.
C'est tout ça que nous allons revoir. C'est pour ça que l'espoir dont vous me parlez, mais bien sûr que nous avons espoir. Nous avons espoir de trouver, comment dire ça, un renouveau, une nouvelle éclaircie dans notre parti qui va nous permettre d'aller dans les combats essentiels. Ces combats essentiels, c'est le découpage électoral, c'est la refonte de la CEI pour la rééquilibrer, hein, pour que nous soyons vraiment dans une instance transparente qui puisse diriger les élections. C'est ça les combats à venir. Et j'ai beaucoup d'espoir pour ça, avec ce que je vois au PDC. Alors, vous reprenez là les thèses du PPACI, qui est avec vous en alliance. Le PPACI qui a d'ailleurs connu une bérésina seulement avec 6 maires. Est-ce que le PDCI est encore apte à... je veux dire, est-ce que le PDCI est encore prêt à faire alliance avec ce parti qui ne pèse pas trop? Oui, alors ce que j'apprécie avec vous, c'est que vos questions sont pertinentes, mais avant les questions, vous lancez des affirmations gratuites. Je reprends les thèses du PPACI. Oui, parce que longtemps avant les élections, on les a vus en train de dire que la liste n'est pas propre, que les élections sont biaisées, et que la liste est truffée de personnes non votantes, non éligibles. Mais la question à se poser, c'est pas est-ce qu'on a les thèses du PPACI, c'est est-ce que ce qu'on dit est faux? Est-ce que la liste électorale est propre? Non, elle n'est pas propre. Est-ce que le découpage électoral est logique? Non, il n'est pas logique. Est-ce que la CEI est équilibrée? Non, elle n'est pas équilibrée. Donc, ce sont des faits. Maintenant, c'est vrai qu'on peut être du parti du pouvoir et puis essayer de défendre à chaque fois en disant non, elle n'est pas trop biaisée, non, le découpage n'est pas trop mal fait, non, mais personne du parti au pouvoir ne peut dire que les choses sont équilibrées. Donc, ce sont des faits. Maintenant, si vous me posez la question sur l'alliance avec le PPACI, d'abord, nous n'avons pas d'alliance avec le PPACI. Nous avons eu des arrangements sur certaines localités. Voilà. Donc, c'est vrai qu'un parti qui a envie de reconquérir le pouvoir ou de gagner des élections locales ou législatives, a toujours besoin, pour assurer sa victoire, d'une aide. C'est tout à fait normal. Nous sommes capables d'y aller seuls, mais si quelqu'un veut nous aider à faire tomber la personne qui est en face, mais nous ne pouvons qu'accepter. Mais ce ne sont pas des alliances sur papier écrites de parti à parti. C'est en fonction des différents cas de figure que nous nous allions à X, Y, Z. Alors, en 2025, il y aura des élections, on en parlait tout à l'heure. Très certainement, pour l'instant en tout cas, au RHDP, la candidature la plus réclamée est celle du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous ne redoutez pas l'ogre Ouattara? Bah, écoutez, bon, je pense que le président Ouattara est suffisamment conscient que son histoire de troisième mandat a secoué un petit peu le pays. Bon, c'est par la force des choses que nous avons accepté qu'il reparte pour un troisième mandat. Bon, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très stratège. Je ne pense pas qu'il fera l'erreur d'aller pour un quatrième mandat. Le troisième mandat a été compliqué, le quatrième mandat va être pire. Maintenant, d'aucuns me diront que oui, s'il a pu faire un troisième mandat en nous faisant passer l'idée de premier mandat de la Troisième République, automatiquement, il a droit à un deuxième mandat de la Troisième République. Mais de vous à moi, est-ce que ceci est sérieux? Bon, maintenant, s'il est candidat, mais c'est à nous, parti d'opposition, de préparer le cheval gagnant qui va faire reculer le président Ouattara. Parce que le président Ouattara est quelqu'un de très fort stratégiquement. Alors, quand quelqu'un est fort stratégiquement, il faut y opposer quelqu'un de plus fort que lui, stratégiquement. Et vous ne voyez pas Thiam, où vous le voyez? Mais c'est la stricte raison pour laquelle je suis derrière cet ancien ministre qui nous a démontré pendant une vingtaine d'années que même sur le plan international et dans le monde entier, mais il est sollicité de partout. C'est une logique pour moi qui est implacable. Vous envoyez un de vos enfants, et d'ailleurs c'est dans nos textes, hein, dans les statuts. Dans les statuts, on dit être un militant actif, être à jour de ses cotisations, et puis il y a une ligne qui dit aller s'enquérir de l'expérience pour pouvoir être bon. Enfin, je n'ai pas le terme exact. Exactement. Mais il est allé faire ça. Il est allé apprendre à l'étranger. L'apprentissage a tout le loisir d'être court, d'être long. Il a appris pendant 20 ans.
Pendant son apprentissage, il est sollicité par le monde entier. Alors, qui mieux que lui, qui est allé travailler pendant 20 ans, qui a impressionné pratiquement tout l'international, étant musulman de confession, il a été conseiller du pape catholique, il a travaillé dans plusieurs structures internationales où il était DG, où il était alors Crédit Suisse, Prudential, Aviva, responsable de la stratégie européenne d'Aviva. Mais quand vous voyez tout ça, la moindre des choses, c'est d'accompagner ce monsieur et lui apporter ses éventuels manquements dans le domaine politique pour lui donner toutes les armes pour affronter l'ogre qui est en face. Mettre en face du président Ouattara quelqu'un qui n'a pas autant de qualités que celles que je viens de vous énumérer, mais c'est comment dire, c'est ne pas respecter la force du président qui est en face, et moi je la respecte. Alors, on va vous emmener un peu en famille. Vous êtes de Lopou. Lopou, c'est à 12-15 km de Dabo. La voie est bitumée. J'y étais le samedi, je suis passé. Begré Mambé, le Premier ministre, a été nommé le 16 octobre 2023. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il a de la chance pour apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire? Alors, Begré Mambé, c'est en quelque sorte un de mes pères spirituels, parce que c'était un ami à mon père, donc j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, pour son charisme, pour son calme, pour son, comment dire ça, l'immense respect qu'il inspire quand on le voit. Je vous avoue que personne ne s'attendait, en tout cas pas moi, personne ne s'attendait à une telle domination. Ça réconforte les propos que je disais tout à l'heure sur la haute stratégie du président Ouattara. Tout le monde s'attendait à plus ou moins, on avait annoncé des noms, Fidel Sarasoro, etc. Donc on était tous, moi-même, pratiquement convaincus à 70 à 80% que ce serait M. Sarasoro qui le remplacerait. Et pouf, on nous sort du chapeau quelqu'un de très compétent. Alors, ce n'est pas une compétence uniquement, c'est une stratégie, puisque le président Begré Mambé est une icône dans le sud, avec les Ébriers, avec les Atchans. Quand vous voyez une opération, comment dire ça, stratégique telle, il faut vous poser des questions sur comment lire cette chose. On a remarqué là, depuis qu'il a été mis... comment dire ça, à ce poste, qu'il n'a pas perdu de temps. Non. En 24-48 heures, il a commencé à, comment dire ça, prendre ses marques, à travailler. À prendre ses marques et à faire le travail qu'on attendait d'un Premier ministre, c'est-à-dire mettre la pression sur ses ministres pour que un événement comme la CAN, qui est regardé par le monde entier, que tous les Ivoiriens soient fiers de cet événement. Nous avons vécu plusieurs choses, le stade d'MIP qui s'est inondé et compagnie. On a été la risée de toute la population et de toute l'Afrique. Nous-mêmes, en tant qu'opposants, on a égratigné un petit peu les gens d'en face, même si ça nous faisait mal que c'était notre pays. Mais bon, c'est le jeu de la politique qui veut ça. On a essayé d'égratigner un peu. Mais quand vous voyez qu'un Premier ministre comme ça arrive et commence à revêtir sa tenue d'ouvrier, on va dire, pour mettre les choses en place, mais on ne peut être que satisfait, rassuré, et même pour l'opposition, effrayé par comment dire ça, cette opération stratégique du président Ouattara. La Côte d'Ivoire abrite à partir de janvier la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous, M. Essis, en tant qu'Ivoirien, comment vous appréhendez cette grande messe du football africain en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que la CAN va être une belle fête. La Côte d'Ivoire a eu l'habitude de se faire respecter sur le plan international. Nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayé d'égratigner un petit peu les organisateurs de cette CAN pour que justement ils puissent avoir suffisamment de pression pour être sûrs de nous sortir une CAN excellente. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que bon, nous sommes pratiquement dans les délais pour tout. Les quelques points, on va dire,
qui effrayaient les Ivoiriens en termes de retard sur la réalisation de telle ou telle chose sont en train d'être rattrapés avec justement le Premier ministre qui vient d'arriver, qui est en train d'accélérer les choses. Je pense que la CAN serait une très belle fête. Nous allons montrer à l'Afrique tout entière et au monde que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes capables d'organiser un tel événement de la meilleure des manières. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple hospitalier, c'est un peuple qui a l'habitude de, on va dire entre guillemets, déconner surtout, même quand on a comment dire ça, des déceptions sur telle ou telle chose organisationnelle ou qu'on perd un match, on trouve toujours le moyen d'en rire et de dédramatiser. Donc je pense que ça va être une fête de la solidarité, une fête de l'amitié entre Africains. Toutes les choses vont bien se passer. Nous allons même y participer en tant qu'Ivoiriens. On va essayer de suivre tous les matchs. Et j'ai foi que notre équipe nationale ira le plus loin possible et nous ramènera la CAN 2024. La CAN aussi a engendré, a nécessité qu'on on construise de nouvelles infrastructures. Dans l'ensemble, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui a été fait, les ponts, les routes, les stades? Est-ce que dans l'ensemble, vous sentez que ça a donné quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire? Ah oui, complètement. Vous savez, le fait de donner l'organisation de la CAN à quelqu'un spécialiste de ponts et de routes, c'est quelque chose de magnifique parce qu'il a prouvé, en tout cas le président Ouattara. Mais je vais arrêter de parler du président Ouattara parce qu'on va penser que je suis du RHDP. Mais il faut avouer que quelqu'un qui est spécialisé dans les routes et les ponts voulait donner la CAN, mais il est en train de justement exprimer toute la qualité de sa spécialité. Moi, je ne peux pas me plaindre. Grâce à la CAN, quand je vais à Dabou, maintenant, je suis tranquille. Il y a de la route partout. On a 2 voies. On a des 4 voies jusqu'à Dabou. La côtière, maintenant, on fait Abidjan-San Pedro en 2 heures, alors qu'on faisait ça en 5 heures. La Croix et la Bannière. Voilà, c'était la Croix et la Bannière. Donc, oui, effectivement, tout est en place côté infrastructurel. La seule chose que je demande, c'est que, bon, ce goudron qu'on vient de poser, il faut qu'il soit durable. Il ne faudrait pas qu'il soit effervescent, comme on dit, en guillemets, et qu'après la canne, on retrouve des trous partout. Bon, ce serait dommageable. Alors, monsieur Jean-Yves, nous sommes quasiment au terme de cette émission. On va vous demander de lancer un appel aux militants du PDCI-RDA qui sont dans une phase un peu plus critique, de doute, d'incertitude. On va vous demander de lancer un appel à ces militants-là. Et puis, vous êtes bien connus des Ivoiriens maintenant. On va demander également de parler aux Ivoiriens, de dire quelque chose aux Ivoiriens. Alors, moi, je demanderais aux militants du PDCI de se reconcentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour un militant du PDCI, c'est de savoir quelle est la personne en mesure de nous faire gagner les élections de 2025. C'est ça la réelle question. De savoir si des gens étaient là avant et qu'on doit leur partager certains postes, ou alors on doit les récompenser pour tout le travail qui a été abattu par eux, n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est qui peut nous faire gagner. Donc, pour les congressistes qui vont aller le 16 décembre à la maison du parti pour le congrès, la question essentielle à se poser, c'est est-ce que nous voulons continuer à rester dans l'opposition? Est-ce que nous avons un homme fort pour nous faire sortir de l'opposition? Si nous avons la réponse à cette question, il faut aller mettre le bulletin au niveau de la bonne personne. Et pour moi, une bonne personne qui puisse nous faire sortir de l'opposition, de la galère dans laquelle nous sommes depuis 23 ans, c'est une personne nouvelle, une personne qui apporte un souffle nouveau dans le parti. Qui mieux qu'une personne non clivante, non partisane, non divisante, non clanique, qui mieux qu'une telle personne peut nous emmener vers la victoire? Je demande à ce qu'on puisse donner les armes à cette personne dès le 16 décembre pour qu'à partir du lendemain du 16 décembre, cette personne puisse organiser le parti, mettre le parti en ordre de bataille pour les présidentielles de 2025. Parce que nous avons de janvier à octobre pour restructurer le parti jusqu'à la convention pour qu'on puisse introniser notre candidat.
Donc vraiment, la question essentielle que je demande que les congressistes se posent, c'est qui est capable de nous ramener cette victoire en 2025. C'est essentiel de savoir que l'élection du 16 décembre n'est pas qu'une élection partisane, n'est pas qu'une élection du PDCI. C'est une élection du candidat à la présidentielle de 2025. Voilà ce que je peux dire pour les militants. Aux Ivoiriens. Alors, je demande aux Ivoiriens, comme je l'ai dit toujours, quelle que soit la situation pour les joutes électorales présidentielles, de savoir raison garder dans le fanatisme des uns et des autres. Que les échanges, que les discussions entre amis, dans les bars, dans les plateformes WhatsApp ou tout ce que vous voulez, se fassent toujours dans la courtoisie que connaît l'Ivoirien. L'Ivoirien a toujours été quelqu'un d'affable, de bienveillant, de souriant. Il faudrait qu'on continue à garder ce principe-là et d'éviter au maximum les questions qui divisent, les questions de politique, les questions de religion. Si on pense qu'elles divisent, il faut les éviter. Si on est capable de ne pas prendre le raccourci de l'insulte, de l'injure, de rester dans l'argumentaire, parlons politique. Préparons les élections de 2025 de la meilleure manière qui soit, avec des échanges argumentés, des échanges policés. Dès le moment où on rentre dans le combat fraternel et les invectives avec des insultes, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de le payer jusqu'à présent, puisque la réconciliation n'est toujours pas faite. Parce que les camps sont retranchés et les camps s'insultent. Que les Ivoiriens continuent à s'aimer, que la Côte d'Ivoire soit toujours ce havre de paix du président Félix Houphouët-Boigny, que nous continuons à nous aimer et à accueillir toute la sous-région dans le pays. Merci beaucoup, M. Jean-Yves Essis Esso. Nous rappelons à nos téléspectateurs, nos amis internautes, à tous ceux qui nous suivent, que M. Jean-Yves Essis Esso est membre du bureau politique du PDCI RDA. Il est président des cadres dynamiques du PDCI. Il est également membre de l'inspectorat du PDCI RDA. Il nous a fait l'honneur, l'amitié et la fraternité de venir jusqu'à nous ici. Nous le disons encore merci, M. Jean-Yves. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé. Pour le grand format d'aujourd'hui, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Prochaine fois où nous recevons très certainement M. Da Sansan Tikwelite le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et nous sommes ensemble. Prochaine fois où nous recevons très certainement M. Da. Nous sommes ensemble. Prochaine fois.